Dans la vie spirituelle, plus la tâche est difficile, plus glorieux est le succès. La vie spirituelle est difficile. C'est même une aventure risquée. Étant donné la nature même du but à atteindre, il est impossible de l'atteindre sans effort, d'autant plus que les routes qui y conduisent ne sont pas tellement fréquentées. Ce sont des chemins vierges et abrupts qui côtoient des précipices et où seuls quelques initiés ont marché. Mais plus la tâche est difficile, je vous le disais, plus glorieux est le succès. La nature ne donne rien sans effort. Regardez seulement les compétitions sportives, les sauts d'obstacles, les skis, les courses automobiles, etc. Est-ce facile? Non. Ce sont des exercices dangereux. Mais les difficultés que l'on accepte quand il s'agit du sport, pourquoi ne les accepte-t-on pas quand il s'agit de la vie spirituelle? Là, on veut que ce soit facile. Et non. La nature a mis des obstacles pour voir quels sont parmi ses enfants ceux qui seront capables de se lancer dans cette entreprise et triompher. C'est elle qui a jalonné le parcours de difficultés. Mais la splendeur de la victoire, ces difficultés, au lieu de vous décourager, doivent vous stimuler. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Avec les tumultes observés aujourd'hui dans le paysage politique national, les acteurs politiques mesurent-ils véritablement les enjeux des textes qui régissent les formations politiques, la fusion RLC-FCBE, autant de questionnements sur lesquels se prononcent les acteurs politiques aujourd'hui. Les ouvriers intervenant sur le chantier de la cité administrative d'Abomey-Calavi bloquent l'accès à la cité. Ils expriment ainsi leur mécontentement. Gulf TV Africa est allé faire le constat. Les tricycles à Cotonou et environ ne transportent plus que des marchandises et transportent également les humains au détriment du code de la route. Nous en parlons ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa. C'est le siège de l'information. Nous en avons pour 90 minutes sur le réseau international, mais seulement une soixantaine de minutes sur le réseau local de Gulf TV Africa. Vous connaissez la tradition, vous connaissez le rituel des jeudis. Dans moins d'une soixantaine de minutes, nous établirons sur le réseau local la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Ce sera pour le Washington Forum. Prenez donc le rendez-vous, mesdames, messieurs. Une fois encore, bonsoir. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'information pour être au fait de l'actualité. Une fois encore, bonsoir. Mesdames, Messieurs, nous allons parler d'abord et avant tout de ces syntaxes, de ces expressions, de ces termes. Union, fusion, absorption et autres mises ensemble. Ce sont donc les expressions aujourd'hui en vogue dans le paysage politique béninois en cette veille des scrutins législatifs de janvier 2023 au Bénin. Et quelles sont les conséquences de ces syntaxes sur le devenir des partis politiques? Les acteurs politiques eux-mêmes en mesurent-ils véritablement les enjeux et des textes par ailleurs qui régissent les partis politiques en République du Bénin? La fusion reste
restaurer la confiance, Foscori.Bénin émergent, une fusion de plus, autant de questionnements auxquels les acteurs de la chose politique et autres spécialistes essaient de donner ici leur avis. Des propos recueillis pour vos parts, Serge Vieux-Couimont et Sylvain Bianza. Après la fusion de deux partis politiques de la majorité présidentielle il y a quelques semaines, voici venue celle de deux autres, cette fois-ci de l'opposition. Les négociations entre les partis Foscori.Bénin émergent de Paul Rompouet et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa, tous deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de mai 2021, ont beaucoup évolué. Désormais, il est clair que les deux partis politiques vont se mettre ensemble pour aller à la conquête de sièges pour le compte de la prochaine législature. L'information a été portée à l'attention du public au siège de campagne du parti Restaurer la confiance le vendredi 26 août dernier. Mais que pensent les citoyens de cette annonce ? Actuellement où nous parlons, c'est le peuple qui est le vrai opposant. Sinon, il n'y a pas d'opposition. Agossa et Rompouet, ils vont se fusionner. Oui, s'ils se fusionnent, c'est tout juste pour leur intérêt. Parce qu'on remarque que la politique d'aujourd'hui devient un jeu d'intérêt où on se bat pour ses intérêts. Après la fusion PRD-UP, on a appris que l'opposition aussi envisage quelque chose pareil. Et on a vu les FCBE de Paul Rompouet et RSC de Agossa qui envisagent fusionner. Et moi je pense que c'est bon parce que les additions c'est mieux que les soustractions, quel qu'en soit. Mais je pense que j'ai une petite crainte là-dessus pour ce mercato politico-législatif. Pourquoi? Vous savez, nous sommes à 2 mois du dépôt des candidatures. Et si vous fusionnez, ça dépend. Le ministère de l'Intérieur peut traîner avant de vous donner le récépissé provisoire ou définitif. Donc, si vous n'avez pas toutes les assurances, il vaut mieux changer de stratégie. On peut à Gossa, chez moi, ceux-là n'existent même pas. Ceux-là n'existent pas. Oh, il faut qu'on soit sincère, ceux-là n'existent pas. Ils existent de nom, mais ils n'existent pas. Vous allez voir le 8 janvier de quoi ils sont capables. La fusion n'apportera rien. Rien. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas un enfant de ce pays. Les Béninois ont déjà, chaque Béninois dans sa zone ont déjà choisi ceux qui veulent voter chaque fois. Ce n'est pas ceux-là qui vont inquiéter. Non. Ceux-là, chez moi, ceux-là n'existent même pas. Les deux formations politiques, tous de l'opposition, au régime du président Patrice Talon, ont décidé d'unir leurs forces afin de s'octroyer une majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense que lorsqu'on se déclare opposant, il y a des comportements qu'il faut avoir sur le plan politique. Et je ne vois pas ça beaucoup chez eux. Attendons de voir. Moi, je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais dès qu'ils le feront, maintenant que la première fusion a eu lieu, j'espère qu'ils réfléchiront, eux, à toutes les conséquences, surtout juridiques, avant de le faire. C'est quelle opposition d'abord? Je ne sais pas. Sinon, une démocratie doit toujours avoir une opposition. Régulièrement, qu'on peut voir, qu'on peut à tout moment écouter, et dont on peut prendre l'opinion. Dans un pays qui se dit démocratique, l'opposition est légalisée. S'il n'y a pas d'opposition, ce pays-là se dit démocratique, mais ne respecte pas les règles totales pour être une véritable démocratie. Donc vraiment, je ne sais pas de quelle opposition vous parlez, parce que moi je crois qu'il n'y a pas une seule opposition. On a déjà vu une opposition sur place, et moi je peux vous dire, tous les opposants ne me rassurent pas. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé la marchandise pour vivre. Et si c'est cela, non. Il faut que ce soit des gens sérieux qui ont choses pignon sur rue qu'on a vu et qui ne tombent pas du ciel, qui ne viennent pas
prendre la place juste pour profiter du nom de l'opposition. Il faut qu'ils soient dans leur costume, dans leur habit d'opposants. L'homme de droit, Patrick Assogba, apporte des précisions sur les enjeux des tests qui régissent aujourd'hui les partis politiques en République du Bénin. En réalité, nous sommes dans un système de multipartisme, de sorte que lorsque vous parcourez la loi sur la charte des partis politiques, vous allez, à la lecture de ces dispositions, comprendre qu'en réalité, il est libre aux partis politiques de se fusionner comme ils l'entendent. Maintenant, il y a un problème qui se pose, parce que la même charte des partis politiques prévoit qu'un parti politique ne saurait être membre d'un autre parti politique. De sorte qu'il y a un problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les partis politiques qui veulent être fusionnés peuvent l'être, mais l'adhésion à cette fusion est individuelle au niveau des membres de ce parti politique. De sorte que lorsque nous restons dans le schéma que nous connaissons actuellement, il revient aux membres à la base d'accepter d'être individuellement ou personnellement membres de cette fusion de partis politiques. Est-ce que les partis politiques là, qui veulent se fusionner et pour pouvoir se mettre en ligne de combat par rapport aux élections à venir, est-ce que ces partis politiques ont la même vision, la même vision? Est-ce qu'ils exercent dans le même schéma? Est-ce qu'ils ont la même idéologie? Nous avons vu des partis politiques qui sont fusionnés et au vu des intérêts, il y a un qui vient actuellement, d'accord, de quitter un grand mouvement politique. Je crois que c'est un problème qu'il faut régler, parce que il ne s'agit pas seulement d'être des partis fusionnés pour se faire grand sur l'échiquier national, politique nationale, mais il reste et demeure également la question de savoir, est-ce que nous avons la même vision? Est-ce que les intérêts seront conciliés? Est-ce que les intérêts ne seront pas des intérêts antagonistes et nous allons nous constituer partis politiques juste pour aller aux élections et après les élections, les divergences vont encore se faire sentir. Les responsables des deux partis politiques ont déclaré être ouverts pour accueillir d'autres formations ou acteurs politiques dans le cadre de la mise ensemble. Lionel Zinsou, notre compatriote, fait d'importantes révélations en marge de la rencontre des entrepreneurs de France à Longchamp. C'était au cours d'une rencontre conduite par le ministre d'État en charge des Finances, Romuald Ouaddaï. Face aux patrons d'entreprises françaises et béninoises, Lionel Zinsou est revenu sur la vision économique déployée depuis 2016 et la signature du Bénin à l'international. La stabilité financière notamment. L'ancien Premier ministre béninois a déclaré qu'il y a quelques années, le Bénin n'était pas crédible sur le marché financier. Aujourd'hui, les données ont changé et la gouvernance talent a permis au Bénin de faire une avancée quantitative et qualitative sur sa signature, et quelque chose que très peu de pays ont réussi, a-t-il précisé. Ces stratégies développées par le Bénin en si peu de temps favorisent la mise en place des fondations très importantes selon le franco-béninois. Lionel Zinsou a confié publiquement devant les patrons d'entreprises françaises qu'il s'agit d'un des grands acquis du Bénin. Cette situation oblige les milieux financiers à reconnaître qu'en matière de croissance et de PIB, produit intérieur brut, le Bénin est maintenant en avance sur beaucoup d'autres pays africains. L'ancien Premier ministre béninois est formel. Il s'agit d'une donnée à expliquer puisqu'elle n'est pas bien détaillée et n'est d'ailleurs pas intuitive malgré les bonnes performances économiques affichées par le pays. Les ouvriers intervenant sur le chantier de la cité administrative en construction dans la commune d'Abo-Mekalavi sont mécontents. Ils sont mécontents du traitement à eux infligé par leurs employeurs, notamment chinois, dans notamment leurs conditions de vie et de travail. Ils sont passés à l'action hier, ont donc bloqué l'accès à la cité pour manifester leur ras-le-bol et se faire entendre par l'opinion publique et les autorités béninoises. Gulf TV Africa s'est rendu sur le terrain. Silver Bianzin, Manchoukurat Fatsombi. C'était une matinée de protestation à la cité administrative en construction à Aransugleta dans la commune d'Abo-Mekalavi.
Les manifestants sont les ouvriers et les manœuvres recrutées pour le dit chantier. Et il décrit à travers le blocage du site les mauvaises conditions de vie et de travail que leur imposent leurs employeurs, les responsables de la société chinoise Shanxi Construction Investment Group Co. Limited, chargés de mener les travaux. Ce matin, nous avons décidé de tout bloquer parce que ces Chinois, ils ont choisi 83 ouvriers. Et ils ont dit que c'est 83 ouvriers qui vont les transformer en manœuvre parce que leur contrat termine le jeudi prochain. On a décidé de tout fermer parce que ces Chinois ont dit qu'ils n'ont plus les moyens de nous payer. Que nos salaires que nous sommes en train de prendre aujourd'hui doivent quitter les 2720 francs pour revenir à 2220 francs. C'est insupportable. Un ouvrier. Si vous voulez, monsieur le Président, venez à notre secours. Il y a 83 personnes qui doivent être renvoyées d'ici peu. Après les 12 qui ont été renvoyés, dont j'en faisais partie. Les 83 personnes-là, ce sont qui? Ce sont des gens qui ont déposé leur dossier en tant qu'ouvriers, qu'on les a recrutés en tant qu'ouvriers, mais qu'on leur demande maintenant de travailler sur le terrain en tant que manœuvre et de rabaisser leur prix. De quel prix s'agit-il en réalité? Les ouvriers sont à combien? 350 l'heure. Pendant 8 heures de temps, ça doit faire quelque chose de combien? 2800 et quelques. Un ouvrier au Bénin. Prenez l'exemple d'un maçon au Bénin qui serait à combien? À 2800. Dans une société, vous vous rendez compte? Licenciement abusif, harcèlement sexuel et moral, traitement dégradant et inhumain, salaire indécent, absence d'assurance et de sécurité sociale, la liste est bien longue. Ici, les Chinois sont rois et libres de traiter les employés locaux comme il leur convient, sans en être inquiétés. Vraiment, ce qui se passe ici est déplorable. Il y a un traitement d'humain vraiment dégradant de nos jours. On ne conçoit pas, à 21e siècle, qu'il y a encore des travaux forcés dans cette maison, payés à moindre coût. Je vous le dis, payés à moindre coût. Ce n'est pas du tout bon. Ce qui se passe est impossible, incompréhensible. Très pénible. Il y a des engins qu'on peut utiliser pour faire certains travaux, mais ils préfèrent utiliser la main-d'œuvre et à moindre coût. Main-d'œuvre et à moindre coût. Ces derniers temps, vraiment, il y a un monsieur qu'on appelle Zola, on ne sait pas, c'est lui. On paie, à la paye, on nous balance un salaire vraiment minérable et il dit d'accepter ça comme ça. Si vous ne voulez pas, partez, la porte est grandement ouverte. Moi qui est en train de vous parler ici, demain on peut me renvoyer. Nous n'avons pas d'hôpitaux, c'est un semblant qu'ils font, nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de soins. Si tu es malade, tu rentres à la maison. On te prépare une pâte, vraiment, c'est vraiment compliqué. On nous traite comme des prisonniers. Le salaire est misérable. L'harcèlement sexuel, on n'en parle pas dans la maison. L'harcèlement sexuel, il y a des jeunes filles entre nous qui font les entretiens et autres. On les harcèle. On les harcèle. Les Chinois les harcèlent. On leur dit, si vous n'acceptez pas, on vous balance on te renvoie ou on te balance dans les entretiens de WC. Aux horaires sous-payés s'ajoute la menace permanente de perdre son emploi. Ces ouvriers et manœuvres régulièrement recrutés soutiennent à l'unanimité travailler sur ce site comme des esclaves. Ils ajoutent que leurs employeurs les traitent de singes, limite, font preuve de racisme vis-à-vis d'eux. Notre condition de vie est misérable. Écoutez, les Chinois ont dit de déléguer 5 personnes parmi nous pour pouvoir nous représenter. Les 5 personnes que nous avons eu à choisir, le jour où leurs contrats sont terminés, ils ont tout renvoyé ceux-là. Monsieur le Président de la République, venez à notre secours, s'il vous plaît. Ils nous traitent comme des sauvages. Monsieur le Président de la République, vous avez voulu que vos enfants trouvent le manger. Mais aujourd'hui, ces Chinois ils nous traitent comme des esclaves dans la maison. Ils donnent 12 mètres de largeur, 80 cm de profondeur pour un corvée. Dans cette maison, ça se passe là. Et ils maltraitent les ouvriers dans la maison. Ils maltraitent les employés de la maison. Pourtant, selon les dires des manifestants, des autorités béninoises sont informées de la situation qui prévaut sur ce site. Mais rien n'a jamais été fait pour changer la donne. Et je vous assure que nous
Non seulement nous avons informé les autorités, on a déposé des rapports saisis à 8 pages si possible auprès des autorités. Mais rien n'a été constaté, rien n'a été fait. Ah, on se plaint. Il y a des autorités, il y a des représentants qui sont là, on se plaint, mais on n'a pas de gain de cause. C'est pour ça on a décidé aujourd'hui de bloquer le site et de nous faire entendre. C'est ce qui se passe actuellement. Comme à leurs habitudes, les responsables de ces chantiers se montrent très peu loquaces face à ce genre de situation. Celui-ci a difficilement accepté de dire quelques mots. Comme vous voyez, c'est-à-dire que le crève, c'est-à-dire que c'est la situation sous contrôle. Nous sommes en train de chercher la solution déjà. C'est-à-dire que les plus détails, c'est-à-dire qu'il faut demander le directeur de la société Corriche. Vous comprenez, c'est une société spéciale que nous avons confiée de travailler chez nous pour bien organiser et gestion le chantier. Moi, il paraît que vous avez des relations sexuelles avec les filles. Oui, il paraît que vous avez des relations sexuelles avec les jeunes filles. Non, jamais. C'est la rumeur. À noter que ce genre d'incident n'est ni anodin ni le premier. Récemment, les ouvriers et manœuvres du chantier de la cité ministérielle de Cotonou ont manifesté pour les mêmes raisons. Les autorités béninoises sont donc appelées à prendre leurs responsabilités au plus tôt. Des inondations dans plusieurs localités du pays. La cellule de prévision et d'alerte actualise chaque jour son bulletin avec des niveaux de relevée d'eau qui inquiètent. Les premières alertes ont été signalées un peu après la mi-août. L'eau est montée dans les bassins des fleuves jusqu'à 9 mètres. C'est le pic enregistré à Zanyarando, à 170 km au nord de Cotonou. À une centaine de kilomètres de là, toujours au centre du pays, le maire d'une commune a signalé une cinquantaine de cases balayées par les eaux, faisant de nombreux sans-abri. Des planteurs ont perdu plusieurs hectares de leur récolte. C'est aussi le cas dans le Mono et le Koufo, notamment dans les arrondissements de Dev, dans la commune de Dogbo et dans l'arrondissement de Ouedeme, commune de Lokossa, ainsi que dans les localités de la commune d'Atiémé. Des hectares de culture de céréales sont dans l'eau et les populations ne savent comment faire. Conséquence, plusieurs pistes menant dans les champs sont inaccessibles, impraticables. Elles sont englouties par les eaux. Une route importante qui dessert Niki et Ndali, deux villes majeures du septentrion du Bénin, est coupée. Camions, véhicules, motos sont bloqués. Toujours au nord du Bénin, il est difficile de traverser le pont du fleuve Okpara. 6 motocyclistes qui l'empruntaient ont vu leurs motos emportées par les eaux. Nous et environ ne transportent pas que les marchandises conformément au code de la route. Leurs conducteurs ont également à charge le déplacement des hommes. Une situation qui n'est pas conforme, je vous le dis, au code de la route. Golf TV Africa est descendu sur le terrain pour faire le constat suivi. Il faut avoir le permis de conduire catégorie D pour les manœuvrer et ils sont destinés au transport de marchandises. Pourtant, il est fréquent de voir les humains se déplacer avec. Ce sont les tricycles dont les conducteurs semblent rivaliser avec ceux qui ont des taxis de transport en commun. Nous avions remarqué maintenant que les crobotos qui sont destinés au transport de marchandises ont commencé par faire le transport des personnes. Ce qui a fait dans notre département, le littoral, maintenant que nous n'avions plus d'état civil, tout véhicule d'état civil se transforme à l'heure actuelle en interurbain. Et nous avions remarqué dans la ville maintenant qu'il n'y a plus de véhicules de la couleur jaune-vert, taxi civil spécialement. Si l'État actuel peut quand même penser à faire quelque chose sur cet aspect, vraiment ça nous serait ravis. Ce que les Kobotos sont en train de nous faire maintenant là, nous sommes en train de, dans le temps difficile à cause des Kobotos. Parce que normalement les Kobotos doivent rester dans les campagnes pour transporter des fagots, des patates, des gombos au bord de la voie. Et nous les bâchers et les petites voitures, nous avons ramassé ça. Maintenant ce n'est pas ça. Les Kobotos sont partout dans la ville.
il conduit comme il veut. Souvent, même si tu es sur ton engin, en le croisant, on croyait que c'est l'engin qui s'arrive, alors que c'est le Chromoto tricycle avec leur bagage là. Et il crase les gens. Même subitement maintenant, dans un temps passé, en 22 semaines là, sur notre voie là, il a une dame là qui est sur son engin qu'on appelle 115 là. Il l'a écrasé au bord de la voie là, cassé les 2 pieds. Ce que Chromoto est en train de faire là, je fais un climat vers des autorités pour leur dire de faire tout possible que les Chromoto restent en campagne. Selon le spécialiste, il faut que les humains évitent de prendre la place des marchandises dans ces tricycles. Et pour conduire un véhicule de transport de marchandises, il faut le permis catégorie C pour lorsque le poids déjà dépasse 3,5 tonnes. Et pour les transports de personnes, il faut le permis catégorie D. Donc, c'est 2 différents permis pour transporter les personnes et les marchandises. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions pour transporter des personnes et il y a aussi des conditions pour transporter les marchandises. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on utilise d'autres pour d'autres fins, ce n'est pas bon. Les véhicules de transport de marchandises, lorsque vous allez pour assurer ces véhicules, il est déclaré dans le contrat que c'est pour le transport de marchandises. Maintenant, lorsque vous l'utilisez pour transporter les marchandises, pour transporter les personnes, en cas de dommage, en cas de choc ou bien en cas d'accident, l'assurance peut décliner ses responsabilités et refuser de dédommager parce que vous avez violé le contrat que vous avez signé avec l'assurance. Tout ça, là, les usagers ignorent ces choses et ils rentrent dans ces véhicules et ils s'entassent dedans comme des marchandises. Ceux qui choisissent de se déplacer grâce au tricycle ont bien de motifs. Le tout premier, c'est le coût qui revient plus bas. Seulement, la sécurité paraît plus importante selon les personnes rencontrées. Le transport ferroviaire au Bénin d'une ligne de 438 km entre Cotonou et Parakou en agonie. Après les moments glorieux où le transport ferroviaire aidait les populations dans leurs déplacements et dans le déplacement des marchandises, cet instrument de développement est en voie de disparition au grand désarroi des habitués. Spérois ou sinon, Jean-Vieux et Hélène ont rencontré un cheminot qui ressasse l'histoire. Le chemin de fer pour le Bénin, ça représente une importance, comment dit-on, et ça représente, c'est très important pour le Bénin, quoi. Très important. Pourquoi je dis ça? Au moment où, vers les années 70, 80, jusqu'à l'arrivée des Blancs, là, vraiment ça fonctionnait correctement. Ça servait vraiment le transport des marchandises du port à Parakou. En tout cas, bon, ça, le chemin de fer, ça s'arrête à Parakou. Maintenant, donc, les transports des marchandises de Cotonou à Parakou. Vous avez vu, non? Donc, et de Parakou, maintenant, bon, les camions font le reste du transport vers le Niger. C'est une structure qui concerne 2 pays, le Bénin et le Niger. Donc, mais jusqu'à un moment donné, donc au moment où c'était fonctionnel là, vraiment la vie coûtait moins cher pour la population. Moins cher et vraiment les activités allaient bien. Mais du fait que bon, les trains voyageurs ont été supprimés et par la suite les machines ont commencé par avoir des problèmes et le transport est devenu difficile là. Vraiment. Et la vie a commencé par, comment dit-on, pas coûter cher à la population. Bon, puisque le transport des véhicules là, eux autres, bon. En tout cas, disons carrément que le transport du côté du chemin de fer là, ça coûte moins cher. La formation des ouvriers là, bon, certains ont déjà appris, comment dit-on, leur mécanique en ville et ils sont recrutés ici. Mais concernant la formation mécanique pour le train là, ça se fait dans la maison. Pour un pays, le train est vraiment nécessaire. Et je remercie beaucoup son Excellence, M. Patrice Talon, pour la vision qu'il a pour le chemin de fer. Que vraiment, nous, cheminots, vraiment, on le remercie beaucoup. Nous sommes tous dans cette intention et on souhaite à ce que notre président vraiment puisse penser vraiment au chemin de fer. Puisque quand le chemin de fer est fonctionnel là,
vraiment, ça donne une durabilité à la voie routière. Tu as compris, non? Une durabilité à la voie routière. Puisque quand les gros porteurs bien chargés prennent pas la voie routière, là, à un moment donné, ça se gâte vite. Mais quand le chemin de fer est bien fonctionnel, là, vraiment, ça donne une durabilité aux voies routières. Le ministre béninois de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, a procédé aujourd'hui au lancement officiel des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. C'est le palais des congrès qui a servi de cadre à cette activité qui réunit plusieurs experts venus de plusieurs pays du monde entier. Président du comité d'organisation des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Il s'agit ici des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin, JNI, sous l'initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale. Devant un parterre de participants, les panélistes ont servi deux différentes communications autour du thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées ». C'est le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui a procédé au lancement des travaux. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous les congressistes à cette rencontre scientifique, une première dans l'histoire de l'infectiologie au Bénin, dans cette auguste salle du Palais des Congrès de Cotonou. Je me réjouis du démarrage effectif ce jour, 1er septembre 2022, des premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Ces premières journées scientifiques d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité des soins témoignent de l'engagement de la jeune société béninoise d'infectiologie à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être dans notre pays. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est pourquoi un accent tout particulier a été mis sur le contrôle de la qualité des prestations de soins et le développement de la médecine hospitalière. Je pense que ce matin, vous avez pu avoir un aperçu à travers les premières conférences de la situation qui prévaut au niveau de notre pays. Le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre ces petites bêtes qui nous guettent, notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet, les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Je n'ai donc aucun doute sur votre capacité à dresser au cours de cette journée le bilan de la riposte de la COVID-19 en vue d'en tirer des leçons pour le futur. Nous venons de clôturer les sessions de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lomé. Et ces thématiques étaient au cœur des débats. Mais plus encore, la question des autres urgences qui pourraient surgir ou ressurgir était au cœur de nos discussions pour voir comment mieux nous préparer, comment mieux faire face. Et quand je regarde les acteurs qui sont dans cette salle, je pense bien que pratiquement toutes les disciplines sont représentées. C'est vous dire combien la question est importante et d'importance. Les participants se sont montrés intéressés par les différentes communications à travers des questions.
Mise au vert de l'équipe nationale de tir à l'arc en vue de défier les nations attendues à la 12e édition du tournoi international ouest-africain du tir à l'arc Tizokata. Depuis plusieurs jours prévus pour se dérouler au Bénin, les athlètes nourris et hébergés à la Fédération béninoise de tir à l'arc par la Fédération béninoise de tir à l'arc dans de très bonnes conditions afin de préparer au mieux cette échéance appellent les Béninoises et les Béninois à se déplacer pour les encourager. C'est à cet effet du 7 au 10 septembre au stade général Mathieu Kirikou de Cotonou. C'est Vivien Kouimon, Moukalil Motaro. En prélude au tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc qui va se dérouler du 7 au 10 septembre 2022 au Bénin, les archers béninois se préparent activement pour relever ce défi. Dimanche 7 août, nous avons commencé les mises au vert pour les préparatifs de ce tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique dénommé Tizokata. Après notre championnat national qui s'est passé sur le terrain des Souhaits de Dabon et Calavi. Alors, en prélude, nous avons eu les athlètes qui ont participé au championnat national et pour faire 2 semaines d'abord sur le terrain de Ouidounou pour la présélection. Et nous avons tamisé quelques-uns que nous avons commencé avec eux ici depuis le 21 et toujours dans la continuité de cette présélection avant de sortir notre liste depuis hier qui doit participer vraiment au tournoi, représenter le Bénin pour cette compétition-là. Et le travail que nous abattons depuis, c'est que chaque matin à 7h30, nous commençons l'échauffement, les préparations physiques et générales. Après, nous passons aux préparations spécifiques de la discipline du tir à l'arc et les étirements avant de prendre les arcs pour le réglage des viseurs à une distance de 10 mètres et ensuite 20 mètres pour les arcs classiques avant d'aller sur les distances proprement dites qui sont 20 mètres pour les arcs en bambou, 60 mètres classiques et les 70 classiques également qui sont les distances olympiques. L'international, c'est-à-dire le championnat d'Afrique, n'était pas au pays, mais depuis hier, elle nous a rejoint aux mises au vert pour ces révisions dans les arts classiques. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau. Commencer aussi bien et les entraînements à temps. Nous avons hébergé les athlètes ici. Ils se lèvent le matin, ils ne sont pas loin du centre d'entraînement, ils sont ici et ils sont à pied d'œuvre pour se battre pour les couleurs nationales. Pour ces athlètes juniors et seniors qui vont compétir, les sensations sont bonnes. Ils demandent cependant aux populations de sortir les soutenir autant opportun. Nous avons commencé la mise au vert. Les entraînements se passent très bien. À part quelques problèmes que nous avons, sinon tout se passe très bien. Le Tizokata, je promets de beaucoup travailler parce que je dois faire de mon mieux pour que mon pays gagne assez de médailles. Et si mon pays gagne assez de médailles, ça sera une grande fierté pour nous. Et je pense que cela entrera dans l'histoire de notre pays. Et donc je pense que nous devons beaucoup travailler pour les mises au vert et faire de notre mieux. Tant que tu te réveilles en forme et que tu travailles beaucoup, tu dois rendre grâce. Donc la mise au vert se passe très bien avec notre DTN qui s'occupe de nos matériels correctement. Donc nous n'avons pas un souci en tant que tel. Et le coach qui nous donne des conseils qu'il faut. Donc nous rendons grâce par rapport à ça et que les entraînements, ça se déroule correctement comme cela se doit. L'athlète n'est jamais satisfait de ses performances, jamais. Parce qu'à chaque fois, il en demande un peu plus. Vous comprenez? Juste à l'instant T, nous sommes d'accord de ce que nous fournissons, mais ce n'est pas encore suffisant. On n'est pas encore satisfait parce que si on dit on est satisfait, c'est qu'on est au top niveau. Donc on doit encore travailler jusqu'au jour J pour voir ce que ça va donner. Mais le niveau que nous avons actuellement, nous ne connaissons pas d'abord la taille de nos adversaires, mais comparativement à nous-mêmes, nous rendons grâce quand même et nous attendons la compétition de PFM. Yes. Je leur demande d'abord de sortir massivement et venir d'abord nous supporter parce qu'il ne faut pas rester à la maison et attendre quelque chose de quelqu'un. Il faut d'abord le soutenir. D'abord, nous demandons leur soutien. S'ils viennent réellement nous soutenir, ce qu'il aura comme résultat, eux-mêmes, ils vont constater parce que ce n'est pas pour la première fois. Moi, personnellement, je ne prends pas à cette compétition. Ils sont déjà revenus plusieurs fois avec des médailles d'or. Donc, on promet encore ces médailles d'or, on leur promet ça. Mais nous leur demandons aussi, en retour, de venir massivement nous supporter pour avoir quelque chose de retour.
Pour cette 12e édition du Tizo-Kata, qui aura lieu au stade général Mathieu Kérékou, 7 pays en plus du Bénin sont attendus. Après avoir pris les armes, notamment pour réclamer l'indépendance au nord du pays, le mouvement national de libération d'Azawad dit maintenant s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'anciens rebelles. De nombreux Kenyans se disent inquiets du climat politique qui prévaut en ce moment dans le pays alors que les auditions sur le fond débutent à la Cour suprême à propos des recours. La Foire internationale du commerce des services de cette année se concentrera sur les sujets tels que la technologie numérique et le développement écologique dans le cadre des efforts de la Chine pour atteindre les objectifs du pic de carbone. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Nous abordons la deuxième grande partie, l'actualité hors de nos frontières. Plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants dans près de 538 communes du Niger du fait des inondations. Les deux régions de Maradi et de Zender sont les plus impactées avec 58 morts à la date du 29 août. Pendant ce temps, l'eau continue de monter sur les rives du fleuve Niger. La cote d'alerte est dépassée avec plus de 540 cm. Les riverains sont priés de quitter les zones inondables. Imaginons. Les pluies exceptionnelles qui se sont abattues sur le pays de la mi-juillet au 29 août 2022 ont provoqué d'importantes pertes en vies humaines et en matériel. Ainsi, selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, 82 personnes sont mortes suite à l'effondrement de leurs maisons et à des noyades. Ce sont les régions de Maradi et de Zinder qui ont été les plus impactées, respectivement avec 32 et 26 décès. Sur l'ensemble du pays, ce sont 38 départements, 89 communes et 538 villages qui sont inondés. On dénombre ainsi plus de 12 000 maisons effondrées, 14 000 tonnes de vivres emportées par les eaux en furie et plus de 100 000 personnes sinistrées. Toutes ces victimes sont prises en charge par les services compétents. Elles sont relogées sur des sites aménagés et dans des écoles. Parmi les 8 régions du pays, seules celles de Niamey et d'Agadez sont les moins impactées. Au niveau des régions du fleuve Niger, le pire est à craindre. Malgré la réhabilitation des digues du côté de la ville de Niamey et de ses environs, l'eau continue de monter. Les populations riveraines sont sommées de quitter le lit du fleuve et les zones inondables. Après avoir pris les armes, notamment pour réclamer l'indépendance du nord du pays, le mouvement national de libération de l'Azawad dit maintenant s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'anciens rebelles, lesquels ont paraphé un accord de paix avec Bamako il y a 7 ans. Suivez. Avec cette décision de fusion, le mouvement national de libération de l'Azawad et plusieurs autres groupes réunis sous la bannière de la coordination des mouvements de l'Azawad mettent ainsi un terme aux revendications autonomistes. Le Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité politico-militaire, conformément aux résolutions de son Congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre 2019 et de la déclaration finale de la session ordinaire du bureau exécutif de la CEMA tenue les 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Le bureau exécutif du MNLA a été chargé d'entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad en incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. La fusion, en réalité, c'est une exigence du contexte actuel. Et
il y a eu un premier départ, c'est-à-dire l'organisation de la SEMA. C'est déjà un premier pas vers, en tout cas, l'unification des mouvements pour qu'ils soient encore plus forts, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre les mouvements qui composent la SEMA. La réunion, qui s'est déroulée à Kidal, dans le nord du Mali, a rassemblé plusieurs centaines de participants. Ces dernières années, les relations des groupes armés ex-rebelles avec Bamako s'écrivent en dents de scie. L'accord de paix signé en 2015, qui prévoit entre autres des mesures de décentralisation et l'intégration d'ex-rebelles dans l'armée nationale, n'est que très peu mis en œuvre. Je crois que quand ces trois mouvements s'unifient dans une seule entité, je crois que ça va donner la force plus ça va nous donner la force dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la politique, c'est une force, surtout dans le domaine sécuritaire. Surtout que nos régions, nos populations subissent des exactions extrajudiciaires des groupes extrémistes. Faisant toujours face à un conflit qui déstabilise le pays depuis 10 ans, Bamako a annoncé début août la réintégration dans son armée de quelques 26 000 ex-rebelles. Une option qui, beaucoup l'espèrent, contribuera au retour à une stabilité politique et militaire dans ce vaste pays. Cette rémunération, selon un communiqué de l'opposant Martin Fayoulou, fait saigner les caisses de l'État, 21 000 $ par mois, et cela depuis janvier. Les députés congolais, nous sommes en République démocratique du Congo, seraient mieux payés que leurs homologues de France et des États-Unis. À 2 semaines de la rentrée parlementaire, la société civile exige la publication de ce que gagnent les élus et les dirigeants. Imaginons. Ces émoluments, selon Martin Fayoulou, sont 15 fois plus élevés que le salaire d'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier congolais. Selon l'opposant, il s'agit de corruption à grande échelle. Depuis ce communiqué, les députés avancent des chiffres qui se contredisent dans les médias. 4 000, 7 000 ou alors 16 000 $ mensuels. Certains confirment le communiqué de Fayoulou quand d'autres l'accusent de populisme. La loi des finances prévoit 11 000 $ par député, mais d'autres sommes payées en dehors du circuit bancaire sont invisibles et difficiles à tracer. En plus de leur salaire de base, les députés membres du camp au pouvoir percevaient par exemple, après la mise en place de l'actuelle majorité, une prime de motivation. La loi des finances de l'exercice en cours alloue à l'Assemblée nationale 270 millions de $, dont le tiers pour les rémunérations. L'ONG congolaise ACAJ s'en inquiète et appelle à clarifier la situation. Martin Fayoulou, quant à lui, appelle l'équipe dirigeante de l'Assemblée à jeter l'éponge. De nombreux Kenyans se disent inquiets du climat politique qui prévaut en ce moment dans leur pays, alors que les auditions sur le fond débutent à la Cour suprême à propos des recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. On fait le point. Depuis 2002, toutes les élections présidentielles au Kenya ont été contestées, donnant parfois lieu à des violences post-électorales. Les plus meurtrières en 2007 avaient fait plus de 1100 morts. Alors que les Kenyans attendent anxieusement le verdict de la justice, les familles se souviennent amèrement de la perte de leurs proches durant cette même époque. Depuis l'incident, ma fille a été traumatisée et a peur du bruit. Si elle voit un policier, elle a peur. Et lorsqu'elle entend les sirènes des ambulances, elle a encore plus peur. Elle a encore plus peur et pense que le même incident peut se reproduire. Joseph se souvient de cette journée du 30 août 2017 où il a perdu son fils comme si c'était hier. C'est comme s'ils voulaient nous étouffer dans la maison en lançant du gaz lacrymogène. Alors, je me suis battu et j'ai tiré la porte à l'intérieur et elle s'est ouverte et j'ai tiré le fauteuil de la porte et leur ai dit qu'il n'y avait que moi et ma famille à l'intérieur et ils m'ont demandé de me rendre et j'ai levé les mains et ils m'ont demandé de me coucher par terre tout en me frappant et c'est à ce moment-là j'ai entendu ma femme m'appeler José et me dire que
que ces gens avaient tué l'enfant. Les défenseurs de droits de l'homme gardent un œil attentif sur le déroulement des événements et font appel à la bonne conscience de la Cour suprême kenyane. Mon message à vous, les juges de la Cour suprême, les élections à Kisumu ont toujours été écrites par le sang et les larmes depuis 2017. Baby Pendo n'a jamais trouvé justice. Baby Chantel n'a jamais trouvé justice. Michael Oko n'a jamais eu gain de cause. Nous vous demandons de vous assurer que vous vous en tenez à la justice. Le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante face à l'opposant historique Raila Odinga, qui était soutenu par le parti au pouvoir. Si la Cour suprême annule l'élection, un nouveau scrutin doit avoir lieu dans les 60 jours. Si elle confirme les résultats, William Ruto deviendra le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. L'Union européenne cherche des sources alternatives au sein de ses membres pour atténuer sa crise énergétique. La crise a forcé les Pays-Bas à reconsidérer la fermeture prévue de l'un de ses plus grands camps de gaz naturel exploité depuis 1963. Suivez. La course pour faire face à la crise énergétique et remplacer les approvisionnements en gaz de la Russie est déjà en cours. Les gouvernements européens accusent une fois de plus Moscou de faire de ces approvisionnements en gaz une arme après que la compagnie russe Gazprom a annoncé qu'elle couperait le gaz vers l'Europe occidentale en raison de la maintenance du gazoduc Nord Stream 1. Face à la volatilité de la Russie, les gouvernements européens pourraient être tentés de puiser dans l'un des plus grands gisements de gaz naturel au monde, celui de Groningen dans le nord des Pays-Bas. Le problème est que les tremblements de terre liés à l'extraction du gaz dans la région ont été dévastateurs pour les communautés locales, de nombreuses maisons de la région devant être démolies. Il y a 8 ans, un tremblement de terre a fait s'effondrer le toit de la grange d'Henrik et des fissures sont apparues dans les murs à l'intérieur et autour de sa maison. Vous pouvez voir que nous avons ici aussi une fissure due au tremblement de terre. Ça fait ici 7 ou 8 ans que ça a commencé, mais chaque année la fissure est un peu plus large. Donc le bâtiment vibre toujours et les dégâts vont de plus en plus loin. Le gouvernement néerlandais s'était engagé à fermer le terrain cette année. Mais maintenant, La Haye est sous pression pour repousser cette échéance. Le gouvernement néerlandais est confronté à un dilemme assez sérieux avec le champ gazier de Groningen, car il se heurte à au moins 3 obstacles sérieux. Le premier concerne les contrats à long terme avec les entreprises allemandes, qui courent depuis longtemps jusqu'aux années 2030. Et le deuxième est la crise énergétique qui a commencé il y a un an. Le troisième concerne la guerre conventionnelle en Europe. De nombreux résidents comme Henrik qui doivent faire face à l'impact local des tremblements de terre se trouvent maintenant confrontés à des obstacles plus importants pour fermer le champ. Malgré des années d'action en justice et d'appel à l'aide auprès des autorités, le gouvernement néerlandais n'a installé qu'une structure de sécurité temporaire dans la grange d'Henrik alors que les problèmes du bâtiment ne cessent de s'aggraver. Le cas d'Henrik est loin d'être unique. Le dernier tremblement de terre qui s'est produit ici à Overshield, juste à l'extérieur de Groningen, a eu lieu au cours des dernières semaines. Maintenant, au fil des ans, les résidents ont vu de première main à quel point les conséquences peuvent être graves. 80% des maisons ici doivent être reconstruites. La crise énergétique est peut-être un problème mondial, mais ses conséquences se font sentir très durement ici, en Hollande. Voilà donc la situation de l'Union européenne qui cherche des sources alternatives au sein de ses membres pour atténuer la crise énergétique. Mesdames, Messieurs, malgré l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe, la Hongrie, membre de l'Union européenne, reçoit davantage de gaz de Moscou. La Russie a réduit le flux de gaz vers d'autres pays européens, mais la Hongrie a des liens étroits avec la Russie et a insisté pour une exemption temporaire de l'embargo. À partir du 1er septembre, Gazprom continuera à fournir des quantités de gaz supplémentaires à la Hongrie, en plus des contrats déjà signés. Cela signifie que les livraisons supplémentaires maximales seront portées à 5,8 millions de mètres cubes par jour. Il était une des principales figures politiques du XXe siècle. Mikhail Gorbatchev est mort à Moscou à l'âge de 91 ans des suites d'une grave maladie. Sa disparition entraîne des hommages marqués en Occident, mais plus mesurés en Russie. Suivez. L'émotion des réactions occidentales contraste avec la sobriété du président russe Vladimir Poutine et de son administration.
Si Mikhaïl Gorbatchev a mis fin à la guerre froide, les analystes rappellent que sa démission a sonné le glas de l'URSS. Dans cette situation qui suit la création de la communauté des États indépendants, je cesse par la présente d'agir en tant que président de l'Union soviétique. À l'annonce de son décès, les réactions n'ont pas cessé. De nombreux dirigeants mondiaux ont rendu hommage à Mikhaïl Gorbatchev et loué son impact sur le cours de l'histoire. Il était un réformateur courageux et un homme d'État qui a osé beaucoup de choses. Nous n'oublierons pas que la perestroïka a rendu possible la tentative d'instauration d'une démocratie en Russie et que la démocratie et la liberté sont devenues possibles en Europe, que l'Allemagne a pu être unifiée et que le rideau de fer a disparu. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le monde a perdu un immense dirigeant mondial engagé envers le multilatéralisme et défenseur infatigable de la paix. La Chine a de son côté salué le rôle du dernier dirigeant soviétique dans le rapprochement entre Pékin et Moscou après 3 décennies de rupture. Mikhaïl Gorbatchev a contribué de manière positive à la normalisation des relations sino-soviétiques. Nous déplorons son décès et exprimons nos condoléances à sa famille. Dans un tweet, le président Emmanuel Macron a évoqué la mémoire d'un homme de paix. Le président américain Joe Biden a salué Mikhaïl Gorbatchev, un leader rare, et le premier ministre britannique Boris Johnson a loué les choix de Gorbatchev. Mikhaïl Gorbatchev fait partie de ces personnes qui ont déclenché un changement, une série de changements qu'il n'avait peut-être pas anticipés. Peut-être qu'il en a payé le tribut politique, mais quand l'histoire sera écrite, il sera, je pense, l'un des acteurs de changements fantastiques qui ont amélioré le monde. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les dirigeants actuels à Moscou ont l'intention de défaire le bien fait par Mikhaïl Gorbatchev. Face aux éloges de l'Occident, le Kremlin a eu plus de réserves. Dans un communiqué, Vladimir Poutine a parlé d'un politicien et homme d'État qui a eu une grande influence sur l'évolution de l'histoire du monde et déclaré que Gorbatchev a guidé le pays à travers une période de changements complexes et dramatiques et de grands défis de politique étrangère, économique et sociale. Gorbatchev reposera samedi auprès de son épouse Raïssa au cimetière Novodevitchi de Moscou. L'édition 2022 du Salon international du commerce de services de Chine s'est ouverte le 31 août à Beijing, un événement qui se déroule sur 2 sites, à savoir le parc de Shougang et le Centre national de conférences, et ce jusqu'au 5 septembre. Reportage. Au total, 71 pays et organisations internationales y participent, de même que plus de 2400 entreprises présentes lors d'expositions hors ligne, dont 20,6% sont des entreprises étrangères. Des sommets, des forums, la publication des résultats et d'autres activités auront lieu à compter du 1er septembre. Nous pensons que c'était une opportunité donc, de participer à ce salon sur les services, de faire connaître notre spécificité sur les soins à la personne. Parce que le groupe Orpea, c'est avant tout un groupe de services et qui est spécifiquement spécialisé sur le soin à la personne âgée. Nous espérons pouvoir apporter des conseils à des partenaires qui le souhaiteraient. Et c'est également ce que nous faisons déjà au sein de notre joint venture avec le groupe CPIC. L'exposition cette année couvre 9 thématiques, dont les services financiers, les services culturels et touristiques, les services sportifs, la chaîne d'approvisionnement et les services aux entreprises, etc. Parmi eux, une exposition spécifique aux services environnementaux, ajoutée pour la première fois cette année, met l'accent sur la présentation des dernières réalisations et applications technologiques dans le domaine des services environnementaux mondiaux. Le salon présente également l'économie numérique et l'écologie industrielle du métavers pour le public afin d'améliorer l'expérience immersive de l'exposition. L'événement durera jusqu'au 5 septembre. L'ouverture au public sera gratuite sur inscription du 3 au 5 septembre.
Je vous le disais, la Foire internationale du commerce des services de cette année se concentrera sur des sujets tels que la technologie numérique et le développement écologique dans le cadre des efforts de la Chine pour atteindre ses objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone. Pour la première fois, il y aura une section consacrée aux services environnementaux. Suivez. Le Salon international annuel du commerce des services ainsi que le sommet mondial sur le commerce des services débuteront aujourd'hui au Centre national des conventions de Chine à Beijing. Cette année, le thème de l'événement est coopérer pour un meilleur développement, innover pour un futur plus vert. Pour les points forts de l'événement de cette année, nous allons utiliser 3 mots pour les décrire: plus grand, plus vert et une technologie plus poussée. Premièrement, le cercle des amis de l'événement de cette année s'est élargi. Un total de 65 pays et organisations internationales y participent et plus de 1400 entreprises se sont inscrites au rassemblement, soit une augmentation de plus de 13% par rapport à l'année dernière. Et 10 pays dont les Émirats arabes unis, la Suisse, l'Italie et l'Australie y participent pour la première fois. Les Émirats arabes unis seront l'invité d'honneur de cette année. Ils présenteront des produits pour les services aéronautiques, les services financiers, la fabrication de pointe et les services culturels pour une économie diversifiée. Cette année, pour la première fois, une exposition thématique sur les services environnementaux s'ajoute au grand rendez-vous qui met l'accent sur l'énergie faible carbone, la neutralité carbone ainsi que le développement vert. Tous les stands de l'exposition thématique sur les services environnementaux ont été réservés par les exposants, dont plus de 30% sont des sociétés du Fortune Global 500 et des entreprises qui sont des leaders du secteur. Le secteur s'aligne sur les doubles objectifs de carbone de la Chine, la tendance de développement rapide et les besoins mondiaux en services environnementaux. Cette année, nous nous attendons également à des technologies de pointe extraordinaires telles que la réalité virtuelle et le métaverse. Le salon de cette année se tiendra en partie en ligne, en raison de la Covid-19. Les expositions se poursuivront jusqu'au 5 septembre. 7 forums au sommet ainsi que plus de 100 rassemblements thématiques sont également à prévoir. Le calme est revenu dans la capitale irakienne Bagdad après 2 jours de violence entre partisans de groupes politiques rivaux qui ont fait au moins 30 morts et plus de 500 blessés. Des précisions dans ce reportage. Le chef religieux irakien, dont l'annonce du départ de la politique a déclenché des combats, a ordonné mardi à ses partisans de mettre fin à leurs manifestations. Moqtada al-Sadr a condamné les émeutes et présenté ses excuses à la population après que 30 personnes ont été tuées dans les affrontements entre un groupe armé qui lui est fidèle et des factions musulmanes chiites rivales. Le président Barham Salih a déclaré qu'il était nécessaire de mettre fin aux affrontements, mais a averti que la crise politique n'était pas terminée. Il a appelé à des élections anticipées pour aider à résoudre les tensions. Les habitants de Bagdad ont exprimé leur soulagement, mais craignent qu'un conflit prolongé ne compromette leurs moyens de subsistance. Aujourd'hui, l'Irak traverse une crise. Ces crises ont affecté son économie et sa sécurité, ainsi que les moyens de subsistance de la population. Les gens essaient de continuer à vivre malgré les difficultés. L'Irak possède de grandes richesses, mais malheureusement, la corruption, l'échec à former un gouvernement et la lutte politique ont eu un impact négatif sur la vie des Irakiens. Nous étions tous inquiets, pas seulement les propriétaires de magasins, tout l'Irak était inquiet. La guerre contre les corrompus n'est pas encore terminée. Les tensions s'atténuent à Bagdad. Les partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont évacué la zone verte hier, mettant fin aux affrontements armés. L'Irak est paralysé par une rivalité entre les 2 principales forces politiques chiites qui se disputent le contrôle du pays. Suivez. Retour au calme dans les rues de Bagdad. Aux abords de la zone verte, les combattants se retirent, mitraillettes à la main, certains avec un air de victoire. L'influent Moqtada Sadr a rappelé ses partisans à l'ordre, éteignant l'incendie qu'il avait lui-même contribué à allumer en annonçant la veille son retrait de la vie politique. Je continue de croire que le parti sadriste est discipliné et obéissant. C'est pourquoi si dans les 60 minutes vous ne vous retirez pas de la zone verte et même du sit-in à l'extérieur du Parlement, je vous désavouerai et je désavouerai également mon parti. À l'origine de ces violences, la rivalité qui oppose les 2 principales forces politiques chiites en Irak.
D'un côté, le courant nationaliste dirigé par Moqtada Sadr, de l'autre, le cadre de coordination chiite, une formation pro-Iran frontalement opposée au mouvement sadriste. Depuis les élections législatives de l'automne dernier, ces deux grandes formations, majoritaires au Parlement, ne parviennent pas à s'accorder sur la nomination d'un nouveau Premier ministre. Une rivalité qui plonge le pays dans l'impasse politique. La situation actuelle n'est plus acceptable et ne peut perdurer. Par conséquent, la tenue de nouvelles élections anticipées en accord avec un consensus national représente une porte de sortie pour cette crise accablante, au lieu de querelles politiques et de confrontations. Cela garantit la stabilité politique et sociale et répond aux aspirations du peuple irakien. De son côté, le Premier ministre irakien, toujours en poste, menace de laisser le pouvoir vacant si les deux blocs ne parvenaient pas à s'entendre. S'ils veulent continuer à semer le chaos, le conflit, la division et la rivalité, et à ne pas écouter la voix de la raison, je prendrai la décision morale et patriotique de quitter mon poste au moment opportun, conformément à l'article 81 de la Constitution irakienne, afin de les tenir historiquement responsables devant les Irakiens. Avec les violences de ces derniers jours, les rapports de force sont établis. Les deux blocs ont démontré leur capacité à mobiliser les foules et à s'emparer de la rue. Sans désescalade des tensions, le risque d'un conflit armé est bien réel. La quasi-totalité des acteurs politiques chiites disposant de milices. La crise réveille le spectre d'une guerre civile dans le pays. Le chef de la diplomatie européenne dit croire que l'accord sur le nucléaire iranien pourra être relancé dans les jours à venir, après avoir reçu des réponses raisonnables à sa proposition de texte de la part de Téhéran et de Washington. Suivez. La résurrection de l'accord de 2015 semble reposer sur une question clé: l'activité nucléaire passée inexpliquée de l'Iran. L'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, l'AIEA, affirme avoir trouvé des traces d'uranium sur 3 sites non déclarés en Iran, datant d'avant 2004, et lancé ce qu'il appelle des enquêtes de garantie. L'Iran affirme que les enquêtes de l'AIEA doivent être closes avant d'accepter un nouvel accord. La raison pour laquelle je pense qu'ils ne veulent pas en rendre compte maintenant est que cela pourrait démentir leur affirmation depuis plus de 20 ans qu'ils n'ont jamais mené de recherche sur les armes nucléaires. Les enquêtes de l'AIEA sont distinctes des négociations politiques sur l'accord nucléaire. Les Iraniens essaient en ce moment de forcer intelligemment la piste technique à devenir un otage permanent de cette piste politique et d'utiliser l'élan et la volonté politique créée par le potentiel de résurrection du JCPOA pour que cela soit balayé sous le tapis. Évidemment, s'il doit y avoir un quelconque accord diplomatique avec le principal État parrain du terrorisme au monde, il faut un compte rendu complet de ces programmes passés. Le président américain d'alors, Donald Trump, s'était retiré du JCPOA en 2018, estimant que cet accord n'avait pas réussi à arrêter le programme de missiles balistiques de l'Iran ou son soutien aux groupes terroristes dans la région, ce que Téhéran nie. La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a souligné qu'un nouvel accord ne répondrait pas à ses préoccupations. Je pense que c'est un accord, s'il est conclu dans les termes qui sont aujourd'hui présentés, est utile et vaut mieux qu'un non-accord. C'est aussi un accord qui ne règle pas tout, nous le savons. Téhéran a accéléré l'enrichissement de combustible nucléaire après le retrait de Trump de l'accord et serait beaucoup plus proche de développer suffisamment de matériel pour une arme nucléaire. D'où l'avantage d'un accord. Pour Washington, si l'on parvient à ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, il faudra penser à une prolongation de cet accord. Les populations de Jackson, la capitale de l'État américain de Mississippi, font face à une crise qui les a privés d'eau courante propre. Les écoles ont été contraintes de fermer, les entreprises sont en difficulté et dans certains cas, les parents n'ont même plus d'eau potable pour préparer des biberons. Suivez.
Années de négligence combinées aux eaux de crue des récentes tempêtes ont laissé les habitants de Jackson dans le Mississippi avec une grave crise de l'eau. L'eau n'est pas potable et je dirais même qu'il n'est sécuritaire de l'utiliser pour se brosser les dents parce que nous ne constatons pas une chloration adéquate et une capacité à désinfecter systématiquement l'eau. Et beaucoup n'ont pas du tout d'eau courante en raison des défaillances d'une usine vieillissante de traitement de l'eau. Dans certains cas, il n'y a pas eu assez d'eau pour combattre les incendies ou tirer la chasse d'eau. Il s'agit d'un ensemble de problèmes accumulés basés sur une maintenance différée qui n'a pas eu lieu depuis des décennies. La ville est composée à environ 80% d'Afro-Américains et les défenseurs des droits civiques disent que cela joue un rôle majeur dans la crise. Nous assistons au désinvestissement international dans les communautés dirigées par des élus noirs. Des politiques racistes extrêmes sont présentées au peuple. Il est temps que nous mettions cela de côté. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer à jouer à des jeux avec 175 000 habitants qui vivent ici dans la seule ville de Jackson. Le gouverneur du Mississippi a déclaré l'état d'urgence et a appelé les troupes de la garde nationale pour aider à gérer la crise. La Maison-Blanche a également déclaré une urgence et autorisé l'aide de la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences. Ici aux États-Unis, la plupart des gens ont facilement accès à de l'eau courante propre. Sans cela, les familles et les entreprises sont obligées de s'adapter. Cela signifie de l'eau en bouteille pour ceux qui peuvent s'en procurer, ou de faire bouillir l'eau avant utilisation pour ceux qui ont de l'eau courante. C'est un sentiment blessant quand vous n'avez pas d'eau, surtout quand vous avez des nouveau-nés. Il y a des signes que l'eau pourrait recommencer à couler bientôt. Nous croyons et sommes optimistes que nous pouvons voir l'eau restaurée pour nos résidents d'ici à cette semaine. Mais il y a une énorme montagne à gravir pour atteindre cet objectif. Mais il n'y a pas de date fixe pour savoir quand l'eau sortant des robinets de Jackson sera potable. Un an après le départ des troupes américaines, les États-Unis entendent poursuivre la lutte contre le terrorisme en Afghanistan sans pour autant mettre en danger leurs militaires. Joe Biden avait annoncé le 1er août lors d'une allocution télévisée qu'une frappe américaine aérienne à Kaboul avait tué le leader d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Dans le communiqué, les talibans ont fermement condamné cette attaque, la qualifiant de violation manifeste des principes internationaux et de l'accord de Doha. Si vous êtes une menace, nous allons vous éliminer. Un an après le retour au pouvoir des talibans et les difficultés du retrait des troupes américaines, le message de Joe Biden est clair. Les États-Unis affirment qu'ils n'abandonneront pas la lutte contre le terrorisme en Afghanistan. Dernière preuve en date, le 1er août dernier, le président américain annonce lors d'une allocution télévisée la mort d'Ayman al-Zawahiri, chef d'Al-Qaïda et successeur d'Oussama Ben Laden. Il a réalisé des vidéos, notamment ces dernières semaines, appelant ses partisans à attaquer les États-Unis et nos alliés. Aujourd'hui, justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus. Cette mission a été soigneusement planifiée en minimisant rigoureusement le risque de nuire aux autres civils. Il y a une semaine, après avoir été informé que les conditions étaient optimales, j'ai donné l'approbation finale pour l'éliminer et la mission a été un succès. Aucun membre de sa famille n'a été blessé et il n'y a eu aucune victime civile. Une annonce solennelle et une première frappe de drone en plein centre de Kaboul depuis l'annonce de retrait des troupes, comme une démonstration de force pour signifier au monde que malgré la décision de quitter l'Afghanistan, Washington entend poursuivre ses activités sans mettre en danger ses militaires, selon les propos de Joe Biden. Les talibans, eux, ne goûtent guère cette violation de l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. L'émirat islamique d'Afghanistan condamne fermement cette attaque en tout état de cause et la qualifie de violation manifeste des principes internationaux et de l'accord de Doha. De telles actions constituent une répétition des expériences ratées des 20 dernières années et sont contraires aux intérêts des États-Unis d'Amérique, de l'Afghanistan et de la région. Répéter de telles actions mettrait en péril les opportunités existantes. Des protestations qui laissent froid les États-Unis, bien décidés à afficher une puissance et une influence intacte dans la région, grâce en particulier à leur avance technologique. En témoigne la probable utilisation de la version modifiée du missile Hellfire, surnommé Ninja, équipé de 6 lames tranchantes en lieu et place de la charge explosive, pour éliminer l'ancien chef d'Al-Qaïda en limitant les dommages collatéraux. Et s'épargner de nouvelles bavures comme l'Afghanistan en a déjà trop connu,
Comme ce 29 août 2021, où une frappe de drone de l'armée américaine avait tué 10 civils, dont 7 enfants, dans un quartier résidentiel de Kaboul. En Chine, l'indice des directeurs d'achat s'est redressé en juillet par rapport au mois précédent. De nouveaux éléments technologiques sont une composante importante de cette reprise. Suivez. Ils se déplacent et balayent le sol. Ces petits robots ne nous sont plus étrangers. Ils travaillent maintenant dans les bureaux et les espaces publics. C'est cette entreprise technologique basée à Shanghai qui est spécialisée dans leur fabrication. Ces petits modules sont tellement demandés que malgré les défis posés par la résurgence de la Covid-19 au deuxième trimestre, à ce jour, le volume des ventes de l'entreprise cette année a déjà dépassé celui de l'ensemble de l'année 2021. Développer des robots comme ceux-ci est un travail de pointe. L'entreprise a même un département appelé Recherche et développement de logiciels de conduite autonome. La technologie des robots est similaire à celle de la conduite autonome. Nos robots sont définis au niveau L4, capables de se déplacer de manière entièrement autonome dans des scénarios restreints. Nous avons consacré plus de 40% de notre main-d'œuvre aux tâches de recherche et développement de notre entreprise. Nos technologies telles que l'intégration de plusieurs capteurs, la capacité de perception du nettoyage et les scénarios intelligents d'Internet des objets sont restés leaders du secteur. Cette société a déjà été répertoriée comme l'une des petites entreprises technologiques géantes de Shanghai, un classement qu'elle a conservé lors d'une récente réévaluation de ses listes. Plus de ce mois-ci, Shanghai a publié sa 4e liste de petites entreprises technologiques géantes, ajoutant 245 nouvelles entreprises et annonçant le soutien et l'attention supplémentaire que la municipalité accorde à la croissance de son secteur scientifique et technologique. À Shanghai, 3 plans d'action ont été présentés plus tôt cette année. L'un d'eux consiste à stimuler l'industrie des terminaux intelligents. L'objectif de la municipalité est que, d'ici 2025, son envergure dépasse 600 milliards de yuans, soit plus de 100 milliards de dollars. Un coup de pouce majeur pour le développement des entreprises. Il existe de nouvelles entreprises qui fournissent des services au secteur de la robotique, y compris la formation de robots. Auparavant, elles se concentraient généralement sur les applications en ligne comme les services clients. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il existe un nombre croissant d'applications d'intelligence artificielle hors ligne pour les robots. Le marché doit maintenant attirer des professionnels compétents de la création, des personnes capables de suivre des voies que personne d'autre n'a essayées. Il y a un besoin de préservation plutôt que de simplement chercher à obtenir rapidement un profit. Shanghai abrite désormais plus de 20 000 entreprises technologiques et la valeur combinée des 3 secteurs cibles de la municipalité que sont l'intelligence artificielle, la biopharmacie et les circuits intégrés dépassait l'an dernier 1 200 milliards de yuans. En prenant la parole lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a dénoncé le système de mondialisation qui, selon lui, ne servait qu'aux intérêts des États-Unis et de leurs satellites. Il a plaidé pour des relations indépendantes au diktat américain. Suivez. La mondialisation avait pour seul objectif de servir les intérêts en premier lieu des États-Unis et de leurs satellites. On peut dès à présent en parler ouvertement. La fragilité de ce système de mondialisation a été déjà prouvée à maintes reprises ces dernières années, avec notamment le rôle absolument hypertrophié du dollar ou la manipulation des procédures de l'Organisation mondiale du commerce qui ne satisfaisait plus les États-Unis. Par conséquent, tous les pays qui pensent à leur avenir doivent non seulement en tirer les leçons, mais aussi prendre des mesures pratiques pour établir un système de fonctionnement de leurs relations économiques extérieures qui soit indépendant du diktat américain et du diktat de l'Occident en général. Nous y travaillons avec l'ensemble de nos partenaires fiables. Elvira Vostenskaya, géopolitologue, était interrogée au sujet de l'éventualité de priver les Russes des visas européens. En effet, la réponse à la guerre de l'Ukraine, l'Union européenne réfléchit à suspendre des visas
Pour les Russes, la question est au cœur des discussions. Suivrez Elvire Vovzisker. Il y a pas mal de voix dans l'Union européenne qui se lèvent. Dans la situation actuelle politique, il faut comprendre que l'Union européenne est clairement dirigée par l'Amérique sur le vieux continent. Donc, il y a beaucoup qui commencent à comprendre que c'est inutile, strictement inutile, prendre le peuple russe en otage en prenant la décision d'interdiction de délivrer les visas parce que on assiste, jusqu'ici on a assisté aux sanctions contre le gouvernement russe, contre le président de la fédération et son entourage, et là carrément on commence à vouloir prendre en otage tout un peuple russe, les citoyens russes qui aimeraient se déplacer librement d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Moi je dirais que c'est tout simplement, si cette décision bien sûr va être adoptée, ça va être le contraire au principe des droits de l'homme. Et je dirais même qu'on peut appeler ça une vraie discrimination. L'Europe a vécu une discrimination pendant la Deuxième Guerre mondiale quand certaines communautés n'avaient pas le droit de se déplacer librement. Je pense que tout cela ne mènera à rien. Et on espère que les voix éclairées dans l'Union européenne s'élèveront pour ne pas permettre que cette décision soit adoptée. Par exemple, le porte-parole du département des visas d'État des États-Unis a déclaré pendant un briefing à la presse étrangère que les États-Unis n'envisagent et n'envisageraient pas l'interdiction de délivrer les visas aux Russes. Une fois de plus, si l'Union européenne prendrait cette décision, ça va être néfaste pour l'Union européenne elle-même, parce qu'il faut comprendre que c'est pas judicieux du tout mettre en place une telle mesure, surtout dans le contexte actuel où on assiste quand même à la montée des prix dans l'Union européenne, on sait que l'hiver s'annonce très très rude, on ne doit pas s'enfoncer encore plus, il faut vraiment commencer à comprendre que tout ça ne mènera nulle part, tout ça c'est inutile et avant tout néfaste pour l'Union européenne elle-même. Mais c'est vrai que je répète, c'est déjà bien, c'est un bon début. On espère que les voix comme ça vont se lever en faveur des Russes. Les Russes, ce n'est pas les ennemis. Que c'est un indice qu'on ira vers quelque chose vers un apaisement. On ne peut pas prendre en otage un peuple. Cette messe de l'information, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, restez câblés comme TV Africa. Bonsoir.